Voilà, nous sommes de nouveau en direct de Davos. Oui, il fait bon aujourd'hui. Hein. Ouais, voilà, il fait juste -10. Alors aujourd'hui, la vedette du jour, ça va être Theresa May, la première ministre britannique, qui va s'exprimer là dans quelques minutes. Alors évidemment, le sujet, c'est le Brexit dur, comme on dit, le hard Brexit. C'est-à-dire la sortie complète non seulement de l'Union européenne, mais également du marché unique européen, avec tout ce que ça signifie. Énormément de chefs d'entreprise britanniques sont évidemment très inquiets de cette perspective. On a eu hier des annonces... Parce qu'en fait, là, les gens ont compris que c'était vraiment pour préserver... c'est vraiment sérieux. Sérieux. On a eu hier des annonces, évidemment, du transfert à Paris de 1000 emplois de HSBC, la grande banque britannique. Il y a également Toyota, le patron de Toyota, qui s'est inquiété des conséquences que ça pouvait avoir, puisque les 3/4 des voitures Toyota qui sont fabriquées au Royaume-Uni sont exportées dans l'Union européenne. Donc évidemment, la sortie de l'Union et la sortie du marché unique vont avoir des conséquences fortes sur l'industrie britannique. Voilà, donc ça, elle va pouvoir tester en direct un peu la réaction du public de Davos, des investisseurs, des chefs d'entreprise et des étrangers à l'égard de cette perspective. On aura demain peut-être aussi la réaction de Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, qui a obtenu, il avait dit il y a peu de temps, des réassurances de la part de Theresa May, puisqu'il faut qu'il investisse dans la plus grosse usine de Nissan en Europe. Est basé en Grande-Bretagne. Il avait rencontré la Première ministre britannique. Il dit qu'il avait obtenu des réassurances. Bon, il va prendre la parole demain. On verra ce qu'il nous dira sur ce sujet. On vient d'ailleurs de croiser Carlos Ghosn. Effectivement, ça reste un sujet de préoccupation très important pour Renault-Nissan, enfin surtout pour Nissan. Ouais. Alors, il y avait d'autres sujets qu'on a pu aborder à Davos. Oui, alors en termes de politique, moi je trouvais hier il y a eu un discours très intéressant de la part de Jack Ma. Jack Ma, c'est le patron fondateur d'Alibaba, qu'on appelle souvent un peu c'est l'Amazon chinois, un géant du commerce en ligne. Ce qui est marrant, c'est que cette année, la star, le premier jour de Davos, c'était le président chinois Xi Jinping. Et hier, au niveau des entrepreneurs, ça a vraiment été Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui a dit 2-3 choses intéressantes à l'égard du sujet des États-Unis. C'est un des rares patrons chinois à avoir eu l'occasion de rencontrer Trump. Alors il nous a raconté comment s'était passée son entrevue et puis il nous a donné son point de vue sur ce qu'il pense de la guerre commerciale potentielle qui pourrait exister entre les deux pays. Alors l'entrevue avec Trump. Alors il n'a pas donné tous les détails, mais ce qu'il nous a dit quand même, c'est que Trump faisait fausse route quand il disait que les emplois qui avaient été détruits aux États-Unis, c'était à cause de la Chine ou du Mexique. Le message de Jack Ma, c'était de dire finalement les États-Unis, depuis 10 ans, ils ont fait quoi ? Ils ont fait beaucoup de guerres. Et puis ils ont eu une crise financière incroyable en 2008 à Wall Street. Et ça a détruit beaucoup de valeurs. Il commence à faire un peu froid. Ça a détruit beaucoup de valeurs. Et c'est de l'argent que le pays n'a pas investi dans l'éducation de ses citoyens et dans la construction d'une infrastructure. Donc plutôt que s'en prendre à ses voisins ou à la Chine, l'Amérique ferait mieux de se concentrer, faire moins de guerres. Et du coup, il a glissé ensuite sur le terrain des guerres commerciales. Et quand on demande à Jack Ma, est-ce que vous croyez qu'il y ait une guerre commerciale possible entre la Chine et les États-Unis, il dit qu'il n'y croit pas, et en tout cas, il ne l'espère pas. Il dit une guerre, on sait comment ça commence, on ne sait jamais vraiment comment ça finit. Et donc, il ne faut pas qu'on rentre dans un conflit commercial dur avec la Chine. Lui, ce qu'il a dit, c'est que quand il a vu Trump, le message qu'il lui a fait passer, c'est qu'Alibaba, finalement, pouvait être un allié des classes moyennes et des petits entrepreneurs chinois. Il a dit qu'il allait créer 1 million de jobs aux États-Unis. Alors, ce n'est pas Alibaba qui va embaucher 1 million de personnes. En fait, ce qu'il propose de faire, c'est d'aider les PME, d'ouvrir les portes du marché chinois aux PME américaines en leur permettant, via la plateforme Alibaba, de vendre plus sur la Chine, qui est en train de devenir un pays qui mise beaucoup sur la consommation intérieure. Donc ça a été ça en quelque sorte le message de Jack Ma. Et puis dernière chose, quand on interroge sur est-ce qu'il faut avoir peur de Trump, il dit c'est un homme d'affaires, il est pragmatique, ne nous inquiétons pas trop, a priori il ne prendra pas de décision totalement stupide. Voilà. Donc je rebondis sur Alibaba, parce que ce qui est très impressionnant, c'est le bras armé, le bras financier d'Alibaba qui s'appelle Ant Financial. Alors c'est assez peu connu comme ça du grand public, mais en réalité c'est une structure financière qui aujourd'hui réunit 500 millions de clients. Ils ont augmenté leur clientèle l'an dernier, sur la seule année dernière, de 100 millions de clients nouveaux. Donc ils sont à 500 millions. Il faut savoir que les plus grandes banques du monde ont au maximum 50 millions de clients. Donc ils ont 10 fois plus de clients et ils sont en train de récupérer une grande partie du business bancaire
Donc ça, ça montre la puissance de ce type de nouvelles structures qui n'existaient pas il y a quelques années, quoi. Ouais. Alors, peut-être aussi un autre truc qu'on pourrait raconter aux personnes qui nous regardent en ce moment sur Facebook Live. À Davos, on a été assez surpris tous les deux, c'est que dès qu'on croise un étranger, un des sujets une question qui nous pose régulièrement, c'est est-ce que la vague populiste surprenante qui est arrivée en Grande-Bretagne et aux États-Unis avec le Brexit et Trump, est-ce que la France n'est pas à l'aube de la même chose, c'est-à-dire est-ce que Marine Le Pen Oui. n'a pas une chance d'être élue présidente? Voilà, c'est une question que les étrangers, pratiquement tous les étrangers à un moment ou à un autre nous posent cette question. Qu'est-ce que... Ouais, alors ils ont tous un peu l'impression que c'est souvent des gens qui évidemment connaissent pas en détail la vie politique française. Donc vu de loin, vu de très loin, on a l'impression que effectivement après le Brexit, après Trump, ben, pourquoi pas un succès de Marine Le Pen à la présidentielle française. Alors quand on Ça leur prouve quand explique, même que du coup que les gens sont inquiets pour la France inquiète. voilà, Hein, finalement. il y a une certaine inquiétude. Alors, évidemment, après quand on leur explique un peu plus en détail les données de la vie politique française, on voit bien que cette hypothèse est quand même extrêmement faible, mais en tout cas, voilà, ils s'inquiètent de ça. Et par ailleurs, ils voient que bon, dans les alternatives qu'il y a aujourd'hui sur la table, ils situent Emmanuel Macron, ils situent François Fillon. Pour le reste, c'est vrai que c'est un peu le trou noir, mais donc, entre ces deux personnalités qui sont un petit peu pour eux ceux qui font la course en tête, finalement, ces deux personnalités qui sont, disons, plutôt pro-business, quoi. Donc voilà, là, c'est en revanche l'aspect plus rassurant Pour pour eux la foule de Davos. par rapport à la France. Voilà. Alors un autre sujet, moi je voudrais évoquer, parce que c'est ce qui fait aussi un peu le charme de Davos, c'est les rencontres un peu surprenantes. On tombe sur des sujets qu'on n'avait pas prévus. Moi je suis tombé hier un peu par hasard sur le Premier ministre du Luxembourg qui est venu à Davos pour défendre une idée assez originale. Il dit quand on parle de l'espace aujourd'hui, bah, c'est un peu la jungle, il n'y a pas de règles. En fait, chaque pays a fixé des règles pour savoir qui a le droit d'envoyer une fusée, comment on a le droit d'atterrir, mais personne n'en sait beaucoup plus sur quel est le cadre légal. Il n'y a pas de droit de l'espace, il y a un droit maritime qui a été développé aujourd'hui, on connaît les eaux territoriales, les États savent comment régler les différends qu'il peut y avoir sur la mer, mais on n'a rien réglé pour l'espace. Donc il faut aujourd'hui développer un droit de l'espace international et le Luxembourg s'en préoccupe parce que c'est un petit pays mais qui croit beaucoup dans l'espace. Ils ont SES, ils ont investi dans SES il y a très longtemps, c'est un des plus gros opérateurs de satellites privés mais qui est basé au Luxembourg. Et aujourd'hui ils ont créé un fonds de 200 millions qui a vocation à prendre des participations dans des startups qui veulent investir dans la conquête spatiale pour faire de l'exploitation minière. Alors l'objectif c'est d'aller sur les astéroïdes, les objets qui sont en orbite autour de la Terre ou qui tournent autour de la Terre pas très loin, et d'aller chercher sur place des matériaux qui ont de la valeur, comme du platinium ou autre, même de récupérer de l'eau qui pourrait servir ensuite à l'exploration spatiale pour aller plus loin. Alors ça paraît un petit peu fou, et en même temps, quand on écoute le Premier ministre luxembourgeois, il dit que il peut y avoir un business de l'espace très rapidement. On parle de 2020. Les startups dans lesquelles ils ont commencé à investir prévoient de partir à la conquête de l'espace pratiquement demain. Et donc pour ça, il veut un cadre légal parce qu'il y aura des différends. Il faut être sûr que ce qui sera puisé dans l'espace pourra être effectivement valorisé et qu'il n'y aura pas des conflits territoriaux en quelque sorte. Et il y avait aussi le patron de Virgin Galactic, qui est la boîte financée par Richard Branson, le milliardaire britannique, un peu qui a toujours plein d'idées. Et alors Virgin Galactic, qui a vocation à être une boîte qui veut faire du tourisme spatial, me disait, oui, quand il y a deux objets spatiaux qui se rentrent, quand deux satellites ont un accident, ça crée 30 000 débris. Et donc ça va créer quelques problèmes et il faut qu'il y ait une forme de régulation de l'espace. Il faut qu'il y ait, comme il y a des contrôleurs aériens, il faudra qu'il y ait demain des gens qui contrôlent activement ce qui se passe dans l'espace. Et aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi. Donc on voit bien aussi à Davos, voilà, il y a des politiques, il y a des hommes d'affaires, et puis il y a des entrepreneurs, il y a des gens avec des projets un peu fous. Je ne sais pas si ça va vraiment marcher leur histoire, mais en tout cas, voilà, le Luxembourg, un petit pays européen, se bat pour créer un cadre légal, quoi. Alors il est aussi beaucoup question de technologie. On a parlé d'intelligence artificielle, par exemple, avec toujours en arrière-fond toutes les inquiétudes qu'il peut y avoir sur est-ce que ça va détruire des emplois ou non, et une réponse qui est plutôt, disons,
Est-ce que le robot remplace l'homme? Optimiste, quoi, Ouais. avec une certaine confiance dans le progrès. Mais c'est vrai qu'il y a ce risque de destruction d'emplois. Et quand on voit les progrès absolument fulgurants de l'intelligence artificielle qui va envahir absolument tous les objets, on peut se demander dans quelle mesure, effectivement, il n'y a pas un certain nombre d'emplois qui peuvent être supprimés par ça. Ouais. On peut citer par exemple la banque. Avec un bon système d'intelligence artificielle, on arrive à faire de l'analyse des risques des clients. Et un système peut très bien analyser de façon d'abord extrêmement rapide et puis peut-être plus performante qu'un être humain si tel client est un bon emprunteur ou pas, à quelles conditions lui prêter, etc. Ouais. Et donc formuler une offre. Alors derrière, évidemment, tout ça, ça reste des outils, mais voilà. Ouais. Il y a Alors quand moi, même... hier, j'ai rencontré le patron du think tank de McKinsey qui disait ne nous inquiétons pas trop. Alors bien sûr, c'est vrai que la machine peut remplacer l'homme, mais elle peut aussi peut-être l'augmenter. Elle va pas le remplacer, mais elle va le rendre plus performant. Et en parlant de la banque, il me donnait l'exemple quand dans les années, je sais plus quand c'était, les années 60, 70, 80, on a vu la généralisation des Des distributeurs. distributeurs de billets, oui. Ouais, tout le monde s'est dit ah bah c'est fini, finalement tous les guichetiers dans les banques vont être virés. Ouais. Bah non, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a réinventé leur métier, ils se sont remis au service du client. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle va pousser les entreprises à investir autrement dans la formation de leurs salariés. Il faut qu'ils apprennent à faire autre chose. Et le challenge, du coup, c'est pour les générations actuelles qui sont déjà employées de trouver un moyen de se former pour apprendre à travailler avec ces nouveaux outils. C'est un peu ça le challenge. C'est vrai que le progrès a toujours fait peur. Par exemple, au Japon, il y a pas mal d'années, quand les distributeurs de billets sont apparus, on mettait un humain à côté. Oui, et puis surtout, les salariés des banques avaient obtenu que des banques elles ferment les distributeurs de billets aux horaires des banques. Donc après 17h, le distributeur était fermé comme l'agence bancaire. Ouais. Donc voilà, c'était pour pas détruire les emplois. Bon, en fait, on s'est aperçu que c'était un peu vain tout ça, mais voilà, le progrès d'une manière générale a toujours fait peur. Ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'il y a quand même on prend en compte cette dimension-là, quoi. Ça a beau être, on a beau être entouré de grands patrons de grandes sociétés internationales qui a priori ont une foi inébranlable dans le progrès. Malgré tout, c'est un sujet de préoccupation, parce qu'on voit bien qu'il faut que les entreprises ont une responsabilité sociale également. Ok, je vous propose qu'on aille remettre des gants, parce que même s'il y a du soleil et du ciel bleu, en fait, il fait encore plus froid qu'à Paris, je crois. Donc, voilà, à bientôt. À bientôt, ciao.